Les droits humains en SONU. Pourquoi les droits humains en SONU? Les droits humains en SONU parce que les droits, c'est toute action qu'on va poser et qui est à mesure de respecter la dignité de la personne humaine. Et on a remarqué dans ces dernières années qu'on a toujours tendance à critiquer, à poser des actes qui discréditent le plus souvent soit le prestataire, soit le patient ou la patiente. Et comme le couple mère-enfant, c'est un couple qui est fragile, il faut pouvoir mettre toutes les conditions nécessaires pour que ces patients ou bien cette tranche de population puissent se rendre à l'hôpital dans le souci de savoir que en s'y rendant, on va pouvoir les considérer, les respecter, non pas les primer. L'objectif général du cours, c'est d'offrir des soins obstétricaux d'urgence dans le respect des droits fondamentaux que je vais décrire. En analyse spécifique, c'est de définir les droits humains, d'énumérer les principes des droits humains et d'appliquer les droits humains dans le contexte clinique, ici, dans notre contexte SONU. En définition, il faut dire que les droits, il y a plusieurs définitions, mais la définition tourne autour du respect de la personne et de la considération de la personne comme mon égal et aussi sa dignité de personne humaine. Ce sont des normes internationales qu'on a jugé bon de les respecter et qu'on a donné notre accord et on est à mesure et on a le droit de les respecter. Il faut dire que les droits humains, c'est les droits inaliénables de la personne en respectant sa pratique, en respectant sa religion, en respectant sa considération, sans discrimination aucune et sans jugement négatif ou allant contre la pensée ou la considération de la personne. Donc, ces normes ou des valeurs de base vont constituer un code de conduite que les gouvernements qui ont posé leur agrément doivent être en mesure de pouvoir les faire respecter et respecter par tout être humain vivant sur son territoire. Et si nous prenons le cadre de notre hôpital, de notre centre de santé, de notre organisation, il faut que ce que nous-mêmes on s'est dit comme droit, à savoir un client qui vient, on doit sourire avec le client. Un client qui vient, on doit, j'exagère, on doit le mettre au dos depuis l'entrée de l'hôpital jusqu'à sa sortie. Si ma direction a posé comme condition de poser ces actes pour pouvoir mettre le client au centre de la prise en charge et le respecter, je dois pouvoir les mettre en place et pouvoir faire appliquer ces éléments-là depuis l'entrée du patient jusqu'à sa sortie. Et les droits humains vont servir de force qui empêchent souvent de pouvoir changer nos comportements. C'est pas parce que l'autre a dit de faire ça que moi parce que moi j'ai ma considération personnelle. Et non, c'est pas comme ça. Respecter et vivre en communauté. Vivre en communauté, c'est de respecter ce que nous-mêmes on s'est dit pour que la société puisse aller en avant. Et aussi, ça va signifier la vision différente de l'être humain pour le restaurer et les pouvoirs nécessaires, les mettre en place afin de pouvoir avoir un changement dans notre organisation. Aussi, dans l'application des droits fondamentaux, il faut dire qu'on peut appliquer les droits au niveau de la santé. Voilà. Au niveau de la santé, c'est que chaque personne a le droit de bénéficier d'un état de santé mentale, physique, au plus haut niveau que possible. Je le cite parce que c'est l'article 12 du traité international sur les droits économiques, sociaux, culturels qui vont le dire. Toute personne qui rentre dans ma direction, dans mon établissement, a droit à ces éléments-là. C'est pas parce que c'est le fils du riche ou bien le fils du pauvre que je vais considérer le fils du riche
le prendre en charge de façon complète, poser tous les actes nécessaires et laisser l'enfant du pauvre parce que lui, il n'a pas de considération et on ne doit pas le respecter. Toute personne doit être considérée à tout égal et on ne doit pas pouvoir primer l'autre et favoriser les autres aussi. Et réaliser le droit, c'est mettre tout en œuvre pour pouvoir respecter ces droits-là dans la santé et qui doit prendre les mesures nécessaires et adéquates en vue de réaliser progressivement voilà, des changements et permettre à tout un chacun de bénéficier de façon exhaustive tout ce qu'on va poser comme acte pour pouvoir considérer la personne dans sa dignité de personne humaine. Et ces mesures adéquates-là, comme je l'ai dit, on applique aussi les droits dans le cadre de la sourds. L'application toujours dans les droits humains, il faut savoir que les droits, on peut les appliquer de façon individuelle, de façon institutionnelle, de façon systémique. Et de façon individuelle, ça va changer nos manières de considérer et d'appliquer nos actes et nos pratiques. Et au niveau institutionnel, ça va aider l'établissement à pouvoir mettre tout en œuvre pour pouvoir recevoir et considérer l'autre. Parce que si j'ai tenu à dire que je vais mettre en pratique ces droits humains et que dans les droits, on me dit le patient qui rentre dans mon hôpital doit dormir dans une salle climatisée, dans une salle où il y a un lit avec des fauteuils que je ne mets pas en place, c'est que je ne respecte pas ces droits que j'ai posés mes arguments dessus. Et au niveau systémique, ça va permettre au gouvernement, au ministère, ça va permettre à tout un chacun, responsable que ce soit, pouvoir mettre tout en œuvre pour pouvoir recevoir le patient dans sa dignité de personne humaine. Parce que ce n'est pas parce que le médecin a bien reçu, ce n'est pas parce que le vigile ou bien l'agent d'accueil a bien souri avec le patient, on finit de le recevoir, on pose un diagnostic, il n'y a pas de médicament. Ou bien on pose un diagnostic de l'opérer, le bloc n'est pas disponible, ou même il n'y a pas de bloc opératoire. Il faut tout ça mettre en œuvre pour que le patient qui rentre dans l'institution puisse être bien pris en charge de façon complète en ne discriminant pas d'autres et favoriser les uns. Aussi, comme je le disais, c'est la disponibilité des ressources humaines et aussi considérer la personne dans son intimité, le respect et ne pas le discriminer et éviter de poser des barrières pour que la personne puisse être considérée comme discriminée. Parce que si je prends le cadre du contexte de VIH, au début de la prise en charge du VIH, il y avait les patients qu'on appelait les patients d'Ariel et les patients qu'on appelait les patients ordinaires. Appeler un patient d'Ariel, ça va susciter des interrogations, ça va susciter des éléments qui ont fait que ces patients-là vont plus fréquenter et vont fuir nos hôpitaux parce que, voilà, en entrant dans l'hôpital, on sait que, on va savoir que je ne suis pas un patient, mais je suis patient de telle institution et l'institution qui prend en charge tel ou tel patient. Dans les conditions de prise en charge, il faut savoir que le patient, il vient d'un environnement où il y a plusieurs facteurs. Il vit dans un environnement où il y a la famille, il y a la communauté, il y a aussi la considération, la notoriété du centre de santé qu'il va fréquenter. Il y a les dits et les on-dits de tout ce qu'on va dire sur le centre de santé. Le prestataire vivant dans son environnement qu'il connaît déjà. Aussi, il y a des facteurs qui vont agir sur lui, savoir les facteurs sociétaux. Est-ce que la société même considère que l'hôpital est là pour les prendre en charge? Au niveau structurel, est-ce que j'ai tout en œuvre pour pouvoir prendre en charge ce patient? Et la gestion de l'établissement, est-ce que moi-même, ce que je fais, je comprends ce que je fais? Et est-ce que l'administration met tout en œuvre pour que je puisse recevoir le patient qui vient avec considération en ne le discriminant pas? Aussi, l'expertise. Moi-même, je maîtrise. Est-ce que je maîtrise l'acte que je vais poser sur ce patient? Si je ne maîtrise pas, je ne vais pas tâtonner parce qu'on ne tâtonne pas sur un être humain. Et aussi les facteurs personnels, parce que j'ai une famille. Je peux être, bon, souvent dans nos traditions, on dit, bon, une femme qui vient, une femme qui est là est considérée comme un sous-homme par rapport à. Mais tout ça, il faut pouvoir les passer au-dessus
parce que ce n'est pas ma conviction, ce n'est pas ma religion, ce n'est pas ma manière de considérer qui va permettre de pouvoir mettre tout en œuvre pour prendre en charge le patient en le respectant comme mon égal. Et tout ça réuni, chacun aura sa considération et il faut pouvoir tout mettre en œuvre pour que le patient puisse mieux se sentir dans sa prise en charge et que le prestataire aussi puisse poser ses actes en respectant la personne humaine qui est devant lui et poser ses actes de façon juste en respectant ses conditions nécessaires. Les principes des droits humains dans le programme de mortalité maternelle. En appliquant les droits humains, comme je viens de démontrer plus loin, c'est de pouvoir mettre en œuvre et pouvoir déceler les différents types de retards, pouvoir agir sur ces différents types de retards pour que le patient qui vient et qui va venir utiliser ou acheter mes services puisse se sentir à l'aise. D'abord, il faut pouvoir aider le patient à prendre une décision juste et à temps pour pouvoir consulter le centre de santé, qui est le premier état. Parce que vivant dans sa communauté, la religion, on peut dire, bon, chez nous, quand on se tombe enceinte, on ne va pas à l'hôpital à 3 mois. Donc, il faut pouvoir expliquer, pouvoir considérer l'autre, pouvoir mettre en œuvre pour que l'autre puisse savoir que ce n'est pas le fait de considérer sa religion, mais la prise en charge tôt va pouvoir déceler d'autres complications et d'autres pathologies pouvant agir sur la maman et le bébé. Le retard pour se rendre dans un établissement qui est au niveau institutionnel, à savoir l'état des routes, être éloigné d'un centre de santé pour pouvoir mettre tout en œuvre pour que le patient qui vit plus loin puisse se rapprocher d'un centre de santé si elle doit accoucher ou bien si elle est enceinte. Et aussi mettre tout en œuvre, comme je le disais, au niveau systémique, les médicaments, le matériel nécessaire pour pouvoir prendre en charge le patient qui vient utiliser les services. Les éléments du droit, il faut savoir que le patient qui vient, il a droit au respect, droit à l'intimité, droit à l'information, droit à l'accès aux soins, droit d'exprimer ses opinions, droit à la confidentialité et droit au confort, que je vais détailler en long et en large. Droit au respect. Un patient qui vient dans un centre de santé, ce n'est pas parce qu'il vient utiliser mes services, ce n'est pas parce qu'il est malade qu'il est un sous-homme. Il doit être considéré dans sa dignité et dans sa personne humaine. Parce que c'est quelqu'un qui a eu besoin de moi. C'est quelqu'un qui est venu et qui veut utiliser mes services. Donc, je dois le considérer comme mon égal parce que c'est une personne aussi. Et on doit être attentif à tout ce qu'on doit poser comme acte pour pouvoir déceler tout ce qu'on doit faire. Le respecter. Le plus souvent, le patient il rentre dans un centre de santé, il rentre dans un bureau. Il y a 2, 3 ou 4 médecins qui se trouvent dans le bureau. Est-ce que le patient a décidé de se déshabiller ou de se mettre nu devant tous ces médecins? Non, pour pouvoir expliquer au patient ou à la dame que toutes ces personnes réunies doivent participer à ta prise en charge pour que la personne puisse se sentir à l'aise et pouvoir se déshabiller ou se mettre nu devant toutes ces personnes-là. Et ne pas juger ces décisions. Si elle dit, bon, je sais que toutes ces personnes-là doivent participer à la prise en charge, mais je préfère que je sois seul avec vous, moi seul, mon médecin. Il faut pouvoir expliquer ou expliquer aussi aux autres prestataires que je veux poser seul avec la patiente ou je veux la recevoir seule pour qu'elle puisse se sentir à l'aise et puisse être prendre en charge de façon adéquate dans le respect de sa dignité humaine. Droit à l'information. Tout ce qu'on doit poser comme acte sur ce patient-là doit pouvoir être expliqué. Si je posais l'indication de palud simple ou bien le diagnostic de paludisme simple, pour pouvoir expliquer à ce patient-là que pourquoi est-ce que ce n'est pas un palud grave, pourquoi c'est palud simple, pourquoi est-ce qu'on doit t'opérer, pourquoi on ne doit pas t'opérer, pourquoi est-ce que c'est dans tel ou tel service ou bien tel médecin qui doit te recevoir pour pouvoir respecter la personne en expliquant tout. Et le plus souvent, une dame qui vient à l'hôpital ou bien quelqu'un qui vient à l'hôpital avec son enfant, le soir, on pose le diagnostic, on donne les médicaments, elle arrive à la maison, si c'est sa femme ou bien son mari qui demande, ah bon, le médecin t'a dit quoi? Je ne sais pas, il faut appeler le médecin.
Ça, ce n'est pas une communication. Pour pouvoir expliquer, dire tout ce que tu as dit pour que le patient puisse se sentir à l'aise et même adhérer au traitement qu'on va instituer. Droit à l'accès aux soins, comme je le disais plus haut, c'est pas parce que c'est le ministre qui vient d'arriver, c'est pas parce que c'est l'enfant du directeur qui vient d'arriver, c'est pas parce que c'est le fils du planteur qui est au village que je vais, on va dire bon, telle personne on va le recevoir rapidement, telle personne on va le recevoir plus tard, telle personne on va donner tel médicament, on va donner tel médicament, mais il faut considérer la personne humaine comme égale et les prendre en charge comme si tout le monde était même chose et ne pas considérer l'autre comme supérieur ou inférieur à l'autre. Et l'accessibilité aux médicaments, l'accessibilité aux soins, l'accessibilité à un centre de santé et aussi l'accessibilité financière parce que bon, l'autre comme c'est le fils du directeur, on va vendre le médicament à 10 000, l'autre comme c'est le fils du planteur, on va vendre le médicament à 500. Donc, tout le monde a droit à la prise en charge et à l'accès financier de façon égale. Droit de s'exprimer. Il faut dire que le patient qui vient dans un centre de santé doit pouvoir poser et doit pouvoir comprendre tout ce qu'on doit poser comme acte et pouvoir, pour que le patient puisse avoir à l'idée que tout ce qu'on a posé comme acte, c'est dans son intérêt et non pas lui causer un autre tort. Parce qu'on a posé ces gestes-là, ça va l'aider à pouvoir recourir à la guérison et être en bonne santé aussi rapidement que possible. Et l'aider à poser toutes ces questions qu'il a envie de poser. Il ne faut pas dire, j'ai fini de te recevoir, il y a plusieurs patients dehors, pour m'attendre. Demain, il faut venir poser des questions. Ces questions qu'il va poser, ces questions-là, plutôt vont nous permettre de pouvoir poser et aussi de pouvoir poser des indications complémentaires si cela est nécessaire. Et aussi de pouvoir expliquer les médicaments pour pouvoir expliquer son diagnostic si le patient n'a pas compris les actes que j'ai posés. Aussi, à la confidentialité, comme je l'ai dit, il faut pouvoir expliquer et dire à la patiente pourquoi est-ce que on doit la déshabiller totalement et non pas la déshabiller à moitié nue. Parce que tout ce que je vais faire, la prise en charge, elle est complète et que je puisse détecter ou déceler tout ce que je dois déceler pour la prendre en charge de façon complète et dans le respect du secret professionnel. C'est pas parce que j'ai vu tel type de lésion que je dois aller raconter ça à quelqu'un ou une autre personne dehors ou à la maison. Parce que le plus souvent, d'autres prestataires préfèrent se confier soit à la maison, à leur femme ou leur mari, s'ils ont vu quelque chose, en disant, ah bon, chérie, tu sais que la femme que j'ai reçue aujourd'hui, là, elle avait un recours qui sentait, hein? C'est pas ça qui est la prise en charge. Mais la prise en charge, c'est que moi, ce que je pose et ce que je dis comme acte, c'est ce que je dois le faire. Et ce que je le fais pour moi et ça doit rester entre moi et mon patient. Et le patient ne doit pas connaître son diagnostic à la maison que moi-même. C'est-à-dire, tout ce que j'ai posé comme diagnostic doit rester entre moi et mon patient. Et droit au confort, comme j'ai dit, il faut que tout soit mis en œuvre pour que le patient puisse être pris en charge de façon correcte. Si c'est l'injection que je dois faire, il faut que je le fasse en expliquant au patient et en le rassurant. Ce n'est pas quelque chose pour te nuire, mais pour te prendre en charge parce que c'est nécessaire. Aussi, si il n'y a pas tel type d'appareil pour la prendre en charge ou bien prendre en charge le patient pour pouvoir expliquer qu'on doit t'envoyer dans un autre centre de santé ou bien une autre unité pour pouvoir mieux te prendre en charge parce que nous, on n'est pas à mesure de te prendre en charge complètement dans notre centre de santé. Principe de communication. Dans les SONU et en général dans la prise en charge du patient, ce n'est pas le fait de crier ou de ne pas crier qui va faire une bonne prise en charge. C'est le respect mutuel de la personne humaine qui va permettre de percevoir mon message
Et souvent, il faut pouvoir encourager le patient et sa famille à porter honnêtement des jugements ou à poser des questions ou à expliquer ce qu'ils veulent expliquer. Je prends un exemple. Un patient qui s'assoit, qui est assis devant vous, que vous le recevez. Il est en train de vous expliquer quelque chose. Vous baissez la tête, vous avez votre téléphone et vous dites, ah madame, allez-y, je vous écoute. Est-ce que je l'ai écouté? L'écoute, c'est verbal et c'est non verbal. Il faut que le patient puisse savoir que moi, je l'écoute et je prête attention à tout ce qu'il va dire. Aussi, poser ou répondre à toutes ces questions, pouvoir le rassurer, pouvoir le mettre sur les rails et permettre à pouvoir adhérer au traitement et lui faire souvent répéter ce que je vais lui dire. Maintenant, je dis, vous avez un palucin, vous devez prendre un médicament à 10 heures et à 20 heures, vous devez manger avant de prendre, vous devez dormir à 20 heures. On peut demander à la personne, qu'est-ce que vous avez compris dans tout ce que je viens de vous dire? En répétant, vous allez déceler quelques imperfections, ce qu'elle n'a pas compris, pour pouvoir mieux réexpliquer, pour que le patient puisse adhérer et prendre ses médicaments, ou bien revenir à votre rendez-vous, si c'est un rendez-vous que vous voulez donner. Et toujours, dans la communication, il faut écouter les personnes qui traversent des moments difficiles. Parce que je ne voulais pas venir accoucher à l'hôpital, ou bien ma région me dit, je ne dois pas venir en CPN. Donc, je viens à 9 mois ou à 6 mois, l'enfant décède et on m'a dit, bon, c'est ta faute, hein, l'enfant est décédé, c'est parce que tu n'es pas venu à l'hôpital. Et non, il faut pouvoir rassurer, il faut pouvoir l'aider à surmonter, pour que demain, cela n'arrive pas. Et expliquer pourquoi est-ce que le patient doit venir tôt, pourquoi est-ce que je dois venir tôt consulter, pourquoi est-ce que je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça, ou bien pourquoi je ne dois pas prendre les ocytocines, les médicaments traditionnels pour accoucher rapidement. Parce que si tu accouches rapidement, le bébé peut présenter une détresse respiratoire, la maman peut saigner parce que voilà, l'accouchement a été rapide et ça peut causer des lésions. Et donner plus d'informations à la patiente et à ses patients. Parce que ce que j'ai posé, si on ne m'a pas compris, si on ne m'a pas écouté et si on ne peut pas reproduire ce que je viens de dire, c'est un patient qui va partir à la maison et aller consulter un autre centre de santé parce que sa prise en charge n'est pas complète. Et va expliquer en communauté. Là-bas, même quand tu vas, on ne t'écoute pas. Là-bas, quand tu vas, on te prend en taille, on te donne un médicament. Bon, j'ai fini, prends ton médicament et puis s'en va. Ce n'est pas ça la prise en charge, mais c'est la considération et le respect de la dignité humaine. Et aussi mettre la personne au centre de la prise en charge. Et en salle de travail, il faut veiller à ce que le patient ou bien la personne indiquée par la patiente puisse rentrer en salle d'accouchement. Parce que le plus souvent, tout ce que la patiente va faire, va poser comme imperfection en salle d'accouchement peut ressortir. Et donc, c'est la personne indiquée, la personne qui est de confiance, ou bien de confiance, que celle qui vient accoucher va permettre de rentrer parce qu'elle sait qu'on ne va pas lui expliquer tout ce qu'elle a fait en salle d'accouchement. Et ne pas la primer si vous-même, vous décidez qu'une autre personne rentre. Respectez les dits de la personne pour qu'elle puisse se sentir à l'aise et que l'accouchement ou l'acte qu'on veut poser puisse bien se passer. Et même encourager les accompagnants à aider aux soins. Parce que si ce n'est pas la personne indiquée, vous allez voir qu'il n'y aura pas de communication, il n'y aura pas de synergie dans les actions et cela peut poser un problème en salle d'accouchement et offrir une grande intimité à la cliente et à sa famille. On rentre en salle d'accouchement, tout le monde est déshabillé, tout le monde est couché là, il n'y a pas de paravent pour protéger et tout le monde rentre. Et souvent même c'est les agents d'hygiène, les garçons. Bon, comme il sait qu'il y a une dame qui est venue accoucher, il va aller balayer, il va aller essuyer et tout ça, c'est pour mettre mal à l'aise, pour aller regarder la femme des gens. Dans la communication aussi, faire preuve de respect à l'égard des croyances, comme je l'avais dit, c'est de pouvoir aider le patient à ne pas considérer ou à ne pas oublier aussi sa religion parce que tout ça, elle est mis en œuvre, comme on appelle ensemble plutôt, permet une bonne prise en charge et une bonne insertion communautaire et apporter des soutiens affectifs et lui permet de réfléchir aux événements qui se sont passés. Aussi, on va apaiser leur angoisse et leur sentiment de culpabilité et mettre en place un système pour que le patient puisse être compris et non pas être jugé. Parce que ce qui s'est passé,
ça s'est passé parce qu'elle ne savait pas. Et le prestataire, même souvent, on peut être dans des situations où nous-mêmes, en voulant tellement prendre en charge, tellement aider le patient ou la patiente qui est là, souvent le patient peut perdre la vie. Mais il faut pouvoir rester digne, rester honnête et ne pas faire sortir ses sentiments parce que c'est nous qui devons aider ces patients à pouvoir surmonter leur angoisse et leurs sentiments. Et ne pas oublier que dans le cadre du SONU, il faut pouvoir aussi aider le prestataire à pouvoir aussi expliquer, à pouvoir passer outre ces situations qui se posent parce que prendre en charge une dame depuis sa CPN jusqu'à l'accouchement et qu'elle décède ou bien qu'elle perd son bébé, souvent, ça peut agir sur la conscience et qu'il faut prendre en charge qu'on peut se libérer souvent. En conclusion, il faut savoir que la réalisation aux trois, la santé, signifie que l'on se dirige vers la santé universelle et car il est incapable que le prestataire manque de respect à une cliente ou ne prête pas attention nécessaire à une affection qui résulte d'un comportement à risque parce que j'ai mal fait, j'ai mal agi et je n'ai pas bien fait ce que je dois faire. Et dans un premier temps, prendre en charge la complication et ne pas juger avant de pouvoir asseoir son diagnostic ou poser d'autres actes. C'est de prendre en charge la complication qui s'est survenue et après, on va pouvoir régler ce qu'on peut régler. Avant de terminer, vous avez quelques références qui sont mentionnées. Vous les consultez, vous allez avoir d'autres éléments et informations nécessaires pour mieux comprendre le cours et mieux assimiler ce cours. Je vous remercie.